Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce webinaire de présentation du TESA S en lien avec les campagnes saisonnières et nous vous remercions de vous être rendus disponibles. Donc, je suis Nathalie Cadero, animatrice au sein du secteur animation des élus et des territoires de la MSA des Portes de Bretagne, avec l'équipe des 5 animateurs donc répartis sur les départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Nous sommes en charge de présenter et de promouvoir l'offre MSA. En 2023, la MSA Portes de Bretagne a recensé 1954 utilisateurs du TESA S pour un total de près de 18 200 déclarations à l'embauche. 70% des utilisateurs ont eu recours au téléservice pour des contrats, pour 5 contrats et moins. En 2024, donc, et jusqu'à aujourd'hui, nous dénombrons 1328 utilisateurs du nouveau TESA S pour 7 526 contrats et 8 462 bulletins de salaire qui ont été réalisés via cet outil. Depuis la mise en place au 1er janvier 2024 du nouveau TESA S, dit TESA simplifié, plusieurs webinaires vous ont été proposés. Ce dispositif incontournable pour la déclaration et la gestion de vos salariés mérite qu'on y apporte une attention particulière, tant dans son utilisation que dans les conseils que nous pouvons vous apporter sur le plan réglementaire. En complément de ce qui a pu être déjà dit, nous avons souhaité vous proposer une information qui soit axée sur les campagnes saisonnières estivales. Il nous a paru intéressant de vous présenter son utilisation à travers d'exemples de déclarations depuis la base école, donc qui est une base fictive. Nous avons également souhaité compléter cette démonstration par la dispense d'informations sur le droit du travail pour répondre à vos nombreuses questions en lien avec la gestion du personnel. Nous avons ainsi fait appel à Madame Simone Ansker, conseillère en ressources humaines des chambres d'agriculture de Bretagne, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose de débuter un tour de table et lui laisse la parole pour qu'elle puisse se présenter et que chaque intervenant se présente à son tour. Puis nous débuterons la séance. Je ne sais pas si... Voilà, bonjour Madame Ansker. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Simone Ansker, je suis conseillère ressources humaines à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je m'occupe de gestion du personnel, à la fois donc, pour répondre aux employeurs, mais aussi aux salariés agricoles. Voilà, et j'interviendrai au fil de l'eau en fonction des questions et un peu à la fin. Bien, merci. Bonjour, je suis Jean-Christophe Mahé, je suis responsable du service aux entreprises à la MSA des Portes de Bretagne. Donc c'est un service qui assure la gestion des exploitants, donc de vos cotisations personnelles, de l'affiliation des entreprises au régime agricole. Et aussi, il y a un secteur qui gère plus particulièrement les employeurs de main-d'œuvre. Et donc ce secteur a en charge notamment la gestion du TESA simplifié. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis avec vous. Bonjour, donc Benjamin Vauchel, expert au service aux entreprises, donc partie employeur de main-d'œuvre, et donc intervenant sur le TESA simplifié. Donc du coup, cette présentation est basée, on va dire, sur 3 parties essentielles. Hein. La première, donc la présentation du nouvel outil TESA simplifié, donc la présentation et les modalités d'accès. Une deuxième partie donc, qui sera davantage basée sur l'utilisation via notre base école, hein, de l'utilisation de l'outil. Donc, où seront abordées la saisie d'une déclaration d'embauche, donc sur une rémunération à l'heure. Donc, la déclaration d'embauche, la saisie du bulletin de salaire et l'envoi d'une DSN. On fera un focus aussi sur les outils et évolutions à venir, les bons réflexes à acquérir. Et puis, donc, la troisième partie qui sera axée donc, sur le droit du travail et tout ce qui concerne la réglementation. Christophe, je te laisse démarrer. Donc, je vais démarrer. Donc, le TESA simplifié, TESA S, donc c'est un outil que probablement certains d'entre vous connaissent déjà pour l'avoir utilisé. Donc le TESA simplifié s'adresse aux employeurs occasionnels de main-d'œuvre agricole.
Ils permettent donc de déclarer rapidement et gratuitement et de façon sécurisée les éléments d'information légaux pour l'embauche donc de vos salariés pour les catégories qui sont en contrat à durée déterminée de moins de 3 mois. Donc, plusieurs fois au cours de la présentation, on reviendra sur ce critère-là. Clairement, l'outil TESA simplifié, dorénavant, embarque avec lui des contrôles qui ne permettent pas de faire des contrats de plus de 3 mois, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, comme je le disais, c'est uniquement pour les contrats courts de moins de 3 mois, sont exclus donc les CDD de plus de 3 mois, les CDI, on ne peut pas utiliser cet outil-là, les contrats d'apprentissage, on ne peut pas utiliser cet outil. Il y a un autre outil qui est mis à votre disposition si vous souhaitez assurer vous-même votre gestion paye et autres démarches en lien avec la rémunération de vos salariés. Ça s'appelle le TESA+. Donc, c'est un outil, voilà, celui-là qui est un peu plus compliqué dans la mise en œuvre. Pour l'utilisateur, il est plus complet, mais il peut répondre aussi à vos besoins si nécessaire. Le TESA simplifié, c'est pour faire quoi? C'est un service qui permet de réaliser 11 formalités. Très rapidement, donc il y a les formalités au moment de l'embauche, donc c'est la DPAE que vous connaissez, déclaration préalable à l'embauche. Donc c'est une obligation réglementaire. Tout employeur doit obligatoirement déclarer l'embauche de ses salariés avant l'arrivée et donc la mise en situation de travail du salarié. C'est une obligation réglementaire. Le contrat de travail, donc le TESA permet de faire le contrat de travail et immatriculer le salarié auprès des organismes de sécurité sociale. Il fait office aussi lieu de signalement au service santé sécurité de travail. Tout ça, c'est intégré dans la DPAE, mais voilà, lorsque vous complétez votre DPAE, et on verra tout à l'heure, vous pouvez renseigner selon les situations des salariés des informations sur le sujet. Le TESA simplifié répond aussi à l'obligation réglementaire de tout employeur qui doit tenir un registre unique du personnel. Donc voilà, en faisant l'embauche par le TESA simplifié, vous respectez cette obligation. Et permet aussi de faire des demandes d'exonération de cotisation patronale pour les travailleurs occasionnels. Tout ça, c'est intégré dans la DPAE, c'est en fonction des éléments que vous cochez. Après la relation de travail, ça permet de faire le bulletin de salaire, ça permet de réaliser le certificat de travail, l'attestation France Travail, la déclaration des données nécessaires au calcul des cotisations sociales et le prélèvement fiscal à la source. Et ça permet aussi, c'est ce qui concerne la déclaration annuelle des salaires aux services fiscaux, ça n'existe plus, mais c'est un peu remplacé et il y a vraiment une formalité nouvelle qui existe, c'est la DSN, la déclaration sociale nominative, mais on en parlera également tout à l'heure. Le TESA simplifié. Quelle nouveauté par rapport à l'ancien TESA que vous avez peut-être pu utiliser? J'ai dit tout à l'heure, il y a le dépôt d'une déclaration sociale nominative, donc c'est une norme d'échange d'informations entre les employeurs et les organismes de sécurité sociale, les organismes de prévoyance, différents autres organismes comme France Travail, la DGFiP, les impôts. Il y a quoi d'autre? Il peut y avoir des complémentaires santé, il y a les services de l'État. Voilà, donc c'est vraiment, la DSN, c'est quoi? C'est un fichier qui est transmis donc dans un SAS et l'ensemble des organismes qui sont habilités à aller récupérer les informations qui les intéressent vont récupérer les données qui sont dans la DSN. Le TESA simplifie les nouveautés par rapport à celui d'avant, c'est vous payez vos cotisations mensuellement. Et je mets ça en lien avec le fait aussi qu'il n'y a plus de facture adressée par la MSA.
Donc auparavant, lorsque vous faisiez du TESA simplifié, tous les trimestres, donc la MSA prenait les éléments et réalisait une facture et vous adressait la facture et vous invitait donc à régler le montant trimestriellement. Donc là, pour l'instant et jusqu'au moins fin d'année, les paiements des cotisations se fait mensuellement. Et pour les entreprises de moins de 11 salariés, l'option d'un paiement trimestriel sera ouvert. Voilà, il est annoncé par la Caisse centrale, par le national pour fin d'année ou début 2025. Mais on reviendra vers vous à ce moment-là. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus de facture. Par contre, vous avez les éléments, d'autres éléments, et on reviendra tout à l'heure sur le paiement et la somme à payer, bien sûr, sur l'interface qui est mise à votre disposition. Une interface qui est considérée comme plus simple à utiliser, en tout cas c'était le souhait et la volonté forte des concepteurs pour avoir un meilleur confort d'utilisation qui est... L'outil peut être utilisé sur ordinateur, tablette, mobile. Il y a une nouvelle ergonomie, donc qui peut-être au début peut être un peu déstabilisante pour aux premières utilisations, mais d'après les retours que l'on a, les utilisateurs s'y habituent assez facilement et trouvent l'outil plus facile qu'auparavant. Il y a une aide à la saisie qui est renforcée, donc on verra dans la simulation qu'on fera tout à l'heure, il y a des pop-up qui peuvent s'ouvrir, il y a des menus déroulants, voilà, il y a différentes aides à la saisie. Et il y a aussi des contrôles de qualité déclarative qui ont été un petit peu plus poussés avec cette version-là pour éviter les erreurs de saisie. Par exemple, il y a des contrôles sur le SMIC, par exemple. Voilà, il y a différents contrôles qui ont été embarqués. Tout ça pour vous dire que cette interface, ce nouvel outil, il a été... c'est un travail donc de l'organisme central de la MSA, le service informatique de la MSA au niveau national. Et c'est un outil qui a été travaillé et réalisé avec des utilisateurs TESA, des entreprises comme vous, voilà, qui ont été pris au niveau national et qui ont œuvré à la réalisation de ce nouvel outil. Donc, on va aller sur l'accès au TESA simplifié. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Je te laisse prendre la main. Ouais. Benjamin. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder concrètement comment ça se passe pour accéder au TESA simplifié. Donc, dans un premier temps, vous vous connectez à votre espace privé, comme vous avez l'habitude de le faire, en rentrant votre identifiant et votre mot de passe comme à l'habitude. Vous arrivez sur cette page-là, donc vous connaissiez TESA+, il y a un nouveau TESA simplifié qui s'est rajouté. Donc vous sélectionnez nouveau TESA simplifié. Et donc, comme disait Jean-Christophe, le TESA simplifié permet donc déjà de réaliser l'embauche, faire le bulletin de salaire et de transmettre la DSL. Donc je vais basculer sur le site. Donc, sur la base école. Sur la base école. Au niveau de l'espace privé, au niveau de la MSA, maintenant, on travaille beaucoup avec tous vos identifiants que vous pouvez enregistrer et les contacts que vous pouvez mettre sur votre espace privé. C'est qu'on communique donc de plus en plus par vos adresses mail. Il y a des campagnes d'information qui passent par le site, bien évidemment, mais aussi on peut faire des campagnes ciblées et dans ces cas-là, on récupère les adresses mail que vous nous avez transmises. Donc voilà, juste pour vous dire, si par rapport à la mise à jour des informations qui sont sur l'espace privé, voilà, essayez de les mettre le plus à jour possible. Si jamais vous changez d'adresse mail ou choses comme ça, ça peut être important.
Donc, la première étape, quand vous utilisez le TESA simplifié pour la première fois, c'est de vous rendre ici dans « Gérer mon établissement » afin de vous assurer que les informations pré-remplies sont correctes et vous permettent de rajouter celles qui ne sont pas présentes. Donc, notamment le code IDCC, qui est le code de la convention collective à laquelle vous dépendez. Il y a le nom de la caisse de retraite complémentaire à indiquer, ainsi que son adresse, car ce sont des données qui doivent apparaître sur le contrat de travail. Donc à cet endroit. Et une fois que ces informations sont correctement rentrées, vous validez. Donc là, vous êtes assuré que votre dossier est conforme à la réalité. Donc vous pouvez donc à présent réaliser votre embauche. Donc vous vous rendez dans cet encadré-là des PAE, créer un contrat des PAE, et vous arrivez donc sur la page qui correspond au contrat. Car dans un premier temps, on va vous demander de réaliser le contrat de travail et ensuite d'y associer le salarié correspondant au contrat de travail. Donc, je vous propose de faire l'embauche sur le mois de juin. Donc, on va dire à partir du 5 juin 2024. L'heure d'embauche, on va mettre 8 heures. On vous demande donc l'emploi occupé par le futur salarié. Donc, vous avez ici la possibilité de... Juste au niveau des contrôles embarqués, vous pouvez voir qu'il y a, en mettant le 5 juin, donc nous sommes le 26, il y a un petit message d'alerte qui vous dit attention, dans l'exemple, la déclaration préalable d'embauche est réalisée en retard. En retard. Voilà. Donc, bien évidemment, si ça devait arriver, il faut faire votre déclaration, même si c'était en retard. Par contre, il est possible qu'il puisse y avoir des pénalités de calculer parce qu'il faut vraiment, voilà, cette date est importante. Voilà. Réaliser l'embauche au plus tard la veille. Idéalement la veille, voilà. Idéalement, la veille. Ou jusqu'au jour, la minute avant son arrivée, vous pouvez. Donc, vous pouvez ici inscrire le nom de l'emploi que vous souhaitez réaliser ou cliquer sur un des emplois qui vous sont proposés. Les deux sont possibles. Ensuite, on vous demande de noter la catégorie socio-professionnelle du salarié. Donc, vous pouvez voir qu'il y a aussi un lien ici pour vous aider à déterminer cette catégorie socio-professionnelle. Donc, pour l'exemple, je vais choisir 691E, ouvrier agricole. Ensuite, vous notez ici que l'outil reprend la convention collective qui était donc remplie dans le premier écran que je vous ai présenté sur l'établissement. Et en fonction de cette convention collective-là, il vous est demandé le palier et le coefficient hiérarchique, information qui se trouve donc dans votre convention collective. Dans ce cas-là, on va prendre le premier palier 1 et par expérience, je sais que ça correspond à un coefficient hiérarchique 9. Et ça, ce sont des données donc, dans votre convention collective. Au niveau de ces informations-là, je tiens à préciser que la MSA, les agents MSA, on n'a pas l'ensemble des éléments pour pouvoir vous répondre si vous avez des questions sur le sujet. On y reviendra tout à l'heure sur les périmètres. Mais voilà, si sur ces sujets-là, vaut mieux vous rapprocher, donc soit de l'adresse, soit de vos organismes professionnels qui connaissent voilà, la convention collective. Ensuite, le type de rémunération. Donc, vous avez le choix à l'heure ou à la tâche. Donc, pour l'exemple,
on va choisir à l'heure, mais je vous montre à la tâche où vous avez la possibilité donc de noter le nom de la tâche et le tarif de la tâche. Donc, je choisis à l'heure. On vous demande ensuite de noter le salaire horaire brut avec une information qui vous rappelle le taux horaire de 11,65 € depuis le 1er janvier. Je vous rappelle qu'a priori, à partir du 1er juillet 2024, le taux du SMIC horaire brut va évoluer. Donc, je prends un taux horaire de 12 €. Vous pouvez éventuellement rajouter d'autres éléments de rémunération. Et vous pouvez ici notifier si le contrat est à temps partiel ou non. Donc, je vais mettre oui pour l'exemple. Une pop-up qui s'ouvre pour justement rentrer les précisions sur le temps partiel. Donc, la durée légale du travail et celle du salarié. Donc, on a dit qu'on faisait par semaine. Durée légale du travail dans l'établissement. Donc, c'est 35 heures hein, en France aujourd'hui. Durée du travail du salarié. Comme c'est un temps partiel, on va dire qu'il travaille uniquement 2 jours par semaine. Donc, on va dire 5 heures par jour. Il va travailler 10 heures par semaine. Ce qui vous fait, l'outil vous fait le calcul du pourcentage de temps partiel. Et ici, vous pouvez rentrer un nombre d'heures maximum complémentaire pour ce contrat. Donc, on reviendra tout à l'heure sur la partie réglementation. On développera un petit peu les particularités du temps partiel. Et des heures complémentaires. Ici, vous pouvez marquer le détail de la répartition, s'il travaille uniquement le mardi ou 3 jours par semaine. Je vais mettre mercredi et jeudi, par exemple. Conditions de modification éventuelle de cette répartition, vous pouvez mettre ici, par exemple, fonction de la météo. Intempéries, etc. Donc ça, ce sont des informations que vous allez retrouver sur le contrat de travail. Et vous validez. Donc ces informations sont reprises. Vous avez encore la possibilité de les modifier ici. Motif du CDD, donc important, ça on le verra aussi tout à l'heure avec Madame Ansker sur les spécificités de chacun des contrats qui sont possibles. Dans ce cas-là, on va prendre le contrat saisonnier puisque on approche de la saison. Pour des travaux, là vous avez la possibilité donc de spécifier les types de travaux. Et comme ce contrat saisonnier permet la demande d'exonération de cotisation patronale au motif d'un travailleur occasionnel, vous avez la possibilité ici de faire la demande de ces exonérations en cochant sur oui. Vous verrez qu'en fonction du motif du CDD, cette possibilité-là ne sera pas possible. Comme le précisait Jean-Christophe au début, le TESA simplifié n'est utilisable uniquement pour des contrats de moins de 3 mois. Et là, vous avez un rappel qui vous dit que pour ce contrat-là, étant donné qu'on a mis une date de début au 3 ou à 5, je ne sais plus, au 5 juin, vous pouvez embaucher votre salarié au plus tard jusqu'au 4 septembre. Donc, si vous connaissez la date de fin, vous la renseignez. Et vous pouvez ne pas l'indiquer si vous ne la connaissez pas. On va mettre 5 juillet. Durée de la période d'essai,
Je crois que Madame Ansker aussi fera une précision sur les modalités. De toute façon, si vous mettez un nombre insuffisant, l'outil vous demandera de corriger. Et une information sur le travail, savoir si le salarié va travailler sur le lieu de l'établissement ou sur un chantier différent. Donc voilà, pour la partie contrat. La partie contrat est terminée. Donc, vous aurez la possibilité aussi de garder en mémoire ce contrat-là pour le réutiliser avec d'autres salariés. Maintenant, avec ce contrat-là, il va falloir y associer un salarié. Donc, un salarié pour lequel vous avez pris soin de demander ses documents d'état civil au préalable ou sa carte vitale, un maximum de renseignements, son adresse, etc., pour pouvoir remplir dans les meilleures conditions possibles son embauche. Première information qu'on vous demande concernant le salarié, c'est son numéro de sécurité sociale, en sachant qu'il est facultatif pour l'outil, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, ça n'empêchera pas la réalisation de l'embauche. On tient quand même à vous informer de la nécessité de connaître ce numéro de sécurité sociale afin de quand même pouvoir ouvrir les droits sociaux de votre salarié et de pouvoir ouvrir ses droits et saisir ses... En fait, tout ça, c'est pour avoir la meilleure gestion possible des données dans notre système d'information. On y viendra tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment une action où on vous demande d'être le plus vigilant possible. C'est de renseigner, que ce soit numéro de sécurité sociale, état civil, adresse peut-être un peu moins, mais les dates de naissance, voilà, de façon la plus fiable possible, parce que s'il y a des écarts, une erreur, il y a de notre côté, donc on est dans l'obligation de rapprocher ça et de corriger l'anomalie. Ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais voilà, si le nombre est important, il peut y avoir déperdition d'informations et les droits du salarié peuvent être en pâlir. Pour exemple, si vous avez un salarié qui a communiqué un taux de prélèvement à la source, si le numéro de sécurité sociale n'est pas indiqué, le prélèvement à la source ne pourra pas être réalisé sur le bulletin de salaire. Donc, on va embaucher un salarié homme. On vous demande donc une date de naissance, un pays de naissance. Donc, vous avez un menu déroulant où vous avez la possibilité de saisir directement le pays. De même pour la commune de naissance. Voilà. J'ai été un peu trop vite ici. Donc la nationalité. Et donc le nom de votre futur salarié. Ah non, nom d'usage. Donc nom, prénom. Pays de résidence. L'adresse de résidence du salarié. Peu importe. Et vous avez enfin une question où on vous demande si le salarié est domicilié fiscalement à l'étranger, oui ou non, et s'il habite chez l'employeur pour la durée du contrat, oui ou non. Je tiens à préciser que l'adresse du salarié ne va pas mettre à jour, si nous on a connaissance d'une adresse différente, ça ne va pas mettre à jour son adresse, ça ne va pas changer son adresse dans notre système d'information. Voilà, ça reste dans votre dossier employeur. Ça reste dans le dossier employeur, voilà, ça ne met pas à jour le dossier de l'assuré
charge à lui de bien nous transmettre son adresse. Une partie sur la santé et sécurité au travail qui est importante dans le contrat de travail. On vous pose la question de savoir si la durée du contrat de travail sera égale ou supérieure à 45 jours calendaires. Donc là, l'outil a bien vu que non, puisqu'on a fait un contrat sur une durée d'1 mois. Et on vous demande de savoir si le salarié a déjà subi un examen de santé de médecine du travail dans les 5 dernières années pour un poste identique. Donc ça, c'est à poser directement la question à votre salarié. On vous demande également si le poste que vous proposez à votre salarié présente des risques professionnels particuliers. Donc vous avez une liste, amiante, risque de chute, transport de poids, etc. Et si le salarié se trouve dans une des situations suivantes, à savoir exposé à des agents biologiques, travailleurs de nuit, travailleurs handicapés, etc. Si votre salarié ne se présente pas dans une de ces situations, vous cochez ici, vous faites suivant, et vous arrivez donc au récapitulatif de votre embauche. Et là, c'est un bon exemple puisque je vois que je me rends compte que le nom de famille n'est pas renseigné. Pourtant, il était bien là. Je fais suivant. Je refais suivant. Si une donnée est omise, en fait, il vous le rappelle, en fait. Hein. Vous aurez un rappel indiquant que le nom n'a pas été saisi dans ces cas-là. Là, tu l'as bien, Dubois, juste au-dessus de Romain. Mais parce que moi, je ne le vois pas. En haut, tu n'as que Romain, mais en dessous, si tu vas dans le détail, tu as bien Dubois, Romain. Ah oui, exact. Alors, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais... Donc, vous pouvez modifier ici si vous voyez qu'une des données n'est pas correcte sur l'état civil. Et vous pouvez aussi ici modifier si vous voyez que les informations du contrat que vous avez saisi ne correspondent pas à ce que vous vouliez saisir pour le contrat. Ici, vous avez un petit rappel que si votre salarié n'est pas affilié déjà à la MSA, une copie de 2 pièces d'état civil lui seront demandées pour justifier de son identité. Et donc, vous faites envoyer la DPAE. Une fois donc cette DPAE réalisée, vous pouvez vérifier. Là, c'est bien marqué, Romain Dubois. Donc, vous avez la déclaration préalable à l'embauche qui va nous être envoyée à la MSA. Elle se présente sous cette forme-là. Donc, elle reprend les informations. Et vous avez ici la possibilité d'imprimer l'accusé de réception de la déclaration d'embauche à remettre à votre salarié. Donc voilà ce qu'il en est pour la réalisation d'une déclaration d'embauche. N'hésitez pas si vous avez des questions, de mon information complémentaire. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez. Je poursuis sur la réalisation du bulletin de salaire. Il y a une question. Il y a une question. Si on embauche pour un contrat de CDD 3 mois, mais la date de fin n'a pas été indiquée et que finalement, on a encore besoin de lui durant 2 mois. Alors, l'outil, de toute façon, sur le contrat en lui-même, il ne pourra pas. Vous ne pourrez pas poursuivre le contrat au-delà de 3 mois. Au-delà de 3 mois. Donc, vous serez obligé de le fermer dans l'outil. Ça, c'est une réalité.
L'outil aussi ne va pas vérifier si vous le réembauchez le lendemain qu'il y a eu un contrat précédemment. Là, l'outil il permet de le faire. Voilà, il n'y a pas ce contrôle-là, il n'y a pas cette règle-là. Par contre, on verra tout à l'heure avec Madame Ansker, se pose la question des renouvellements de CDD et de contrats. Voilà. Donc, le TESA simplifié n'est pas un type de contrat, c'est un outil. Hein. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, la réponse, je la garde un petit peu pour tout à l'heure, lorsqu'on verra les successions de contrats. Donc, tu as une deuxième question. Comment on fait signer le contrat? Comme on fait signer le contrat, on n'est pas obligé de lui remettre l'accusé de réception. Alors, c'est deux choses. Alors, le contrat, il n'y a pas le QR code. Le contrat, c'est une DPE qui fait office de contrat. Donc, c'est à faire signer, bien évidemment. L'accusé réception, avec le QR code, confirme que la déclaration préalable à l'embauche a bien été réalisée auprès de la MSA. Et votre salarié peut le vérifier avec le QR code et un mot de passe qui lui est transmis, comme quoi vous avez bien fait les démarches auprès de la MSA. Voilà, c'est une sécurité. Et là aussi, hein, l'accusé réception d'une DPE, c'est une obligation réglementaire. Donc voilà, c'est fait. Il y a un petit papier. Alors ça peut être dématérialisé tout ça. Hein. Vous pouvez enregistrer ces documents-là sur votre ordinateur et puis l'adresser par mail à votre salarié. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Hein. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Tu peux poursuivre. Donc je vous propose d'enchaîner sur la réalisation du bulletin de salaire de ce salarié-là. Je vous invite, là vous voyez qu'il y a marqué bulletin de salaire, faire un nouveau bulletin de salaire. Pour ma part, je vous invite à vous rendre plutôt dans cette catégorie-là, dans cet engagé déclaration sociale nominative, où vous allez retrouver ici, pour le mois de juin, les bulletins de salaire qui sont à faire pour la période du mois de juin pour vos salariés. Donc, vous cliquez sur « Finaliser les bulletins ». Vous avez une pop-up qui s'est ouverte pour vous rappeler qu'on doit finaliser l'ensemble des bulletins de salaire avant d'envoyer la DSN. Donc, on est d'accord. Et donc, ici, si jamais Monsieur Romain Dubois ne s'est pas présenté, vous avez la possibilité ici d'annuler la déclaration préalable à l'embauche. Ou ici, donc, de créer le bulletin de salaire, et c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai cliqué dessus. Donc, on est bien sur la période de juin, donc on réalise le bulletin de salaire pour la période du 5 juin au 30 juin. Comme on a dit qu'il travaillait 2 jours par semaine, on va dire qu'il a travaillé 8 jours. Et pour le mois de juin, du 5 au 30, on va dire qu'il y a 25 jours. Donc 25 jours moins 8, ça nous fait 17 jours non travaillés sur cette période du bulletin de salaire. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et si tu mets absence non payée 20 jours, à la fin, il va me dire que on va tester. Il y a un contrôle à la fin. Oui. Là, si je peux modifier. Mais 20, non, c'est avant, je crois. Non, c'est à la fin quand j'envoie le. Ah bon. Ah bah non, là j'avais bien calculé. Oui, donc c'est pour ça de modifier. Ouais. Faire précédent. Voilà. Donc, pour vous dire, oui, qu'il y a un. En fait, c'est un exemple de contrôle embarqué. Vous ne pouvez pas vous tromper normalement sur cette info-là. Parce que là, si je mets 20, voilà, vous avez la pop-up qui vient vous dire que pour la période du 5 juin au 30 juin, il y a normalement 26 jours ouvrés. Donc, comme on a déclaré 8 jours travaillés,
il ne peut pas y avoir 20 jours d'absence. Donc 18. Une question, oui. Je pensais que absent, c'est quand il ne s'est pas présenté au travail. Donc, c'est pas la même chose, en fait, là. Non, là, c'est pour pouvoir calculer au mieux l'exonération travailleur occasionnel ou ex-Fillon. C'est pour calculer le SMIC de référence pour ces exonérations-là. Donc, on parle bien de nombre de jours travaillés dans le mois sur la période du bulletin de salaire et de jours non travaillés dans le mois. Donc, on est en calendaire. En calendaire. Il ne faut pas mettre 0 si votre salarié s'est présenté tous les jours de son contrat. Ce n'est pas la réponse qui vous est demandée. Depuis peu, vous avez cette possibilité-là de réaliser un bulletin de salaire dit à 0, c'est-à-dire que votre salarié ne s'est pas présenté. L'outil va quand même attendre un bulletin de salaire. Et donc, en cochant ici, vous ne serez pas bloqué pour la suite du contrat. Alors ça, c'est vraiment, lorsque le salarié ne s'est pas présenté à l'embauche et il ne viendra pas du tout, là, il faut faire annulation des PAE. Voilà. Là, dans l'exemple, c'est vous avez embauché un salarié pour 3 mois. Le premier mois, il est présent et le deuxième mois, il ne vient pas. Maladie, voilà, ou absence, ou voilà. Mais il va revenir le mois suivant. Donc, dans ces cas-là, mon salarié n'a pas exercé d'activité pendant le mois de paye. Voilà. Ça permet de réaliser un bulletin de paye à 0 pour ce mois précis. Et le mois suivant, vous pourrez poursuivre. Comme c'était possible sur l'ancien TESA simplifié. On vous demande là si le mois de juin, c'est le contrat en cours ou si c'est une fin de CDD ou s'il y a une rupture anticipée. Donc là, c'est bien en cours. Et ici, on vous demande si vous souhaitez verser les indemnités de congés payés sur chaque bulletin de salaire ou uniquement sur le dernier bulletin de salaire. Cette question-là vous sera posée uniquement sur le premier bulletin de salaire. Donc, je fais suivant. Un petit rappel sur le taux horaire du SMIC brut. Le nombre d'heures réalisées par le salarié sur le mois. Donc, on avait dit 10 heures par semaine, on va mettre 40. Le rappel du tarif horaire, qui correspond donc à ce que vous avez inscrit sur le contrat. La possibilité d'ajouter des heures complémentaires avec le taux de majoration. Ça, pareil, Madame Ansker fera une sensibilisation sur les heures majorées, heures supplémentaires, heures complémentaires. J'ai fait retour. Les heures pour les heures de nuit, les heures de travail pour le dimanche et les jours fériés. Et également la possibilité d'ajouter un second taux horaire si jamais votre salarié est amené à effectuer une autre activité pour laquelle il mérite une rémunération supérieure ou inférieure. Suivant. Ici, un pop-up qui vous demande si vous souhaitez participer à la complémentaire santé qui est obligatoire de votre salarié. Donc ça, c'est à voir avec lui, s'il en possède déjà une et quels sont les montants à lui proposer. Donc, information que vous trouverez dans votre convention collective ou sur le site de la MSA. Et il y a une pop-up qui explique ce que c'est que le versement santé. Voilà. En cliquant ici, voilà.
la possibilité d'ajouter des avantages en nature, repas, logement, véhicule. Donc, vous cliquez dessus, vous pouvez marquer le nombre et le tarif unitaire. Ajouter des remboursements de frais éventuels. Ajouter des primes ou des indemnités. Et ajouter d'autres éléments comme par exemple l'acompte qui est peut-être plus courant, retenu sur salaire, acompte. Donc, je vous montre. Vous marquez, je vais mettre un montant d'acompte. Et donc, sans mettre de signe négatif en dessous, vous marquez juste le montant de l'acompte et ça s'inscrira bien sur le bulletin de salaire. Suivant. Et donc, dernière étape de finalisation du bulletin de salaire qui reprend donc vos informations à bien vérifier, prendre le temps de relire, nombre de jours travaillés. Donc, le contrat est toujours en cours. Vous avez décidé de verser les indemnités de congés payés sur chacun des bulletins de salaire, le nombre d'heures avec le temps partiel, les éventuelles autres rémunérations. Donc, il a calculé les indemnités de congés payés tout seul. Il a bien repris l'acompte. Et vous cliquez sur aperçu et vous avez donc l'aperçu du futur bulletin de salaire avec la mention spécimen. Donc, encore ici, vous avez la possibilité de vérifier les informations avant de finaliser le bulletin de salaire. C'est une étape qui est très importante de bien vérifier les éléments sur le bulletin de salaire. J'y reviendrai tout à l'heure avec la DSN. La DSN. Donc ça, c'était l'aperçu. On estime que, là, vous voyez, vous pouvez faire précédent encore pour revenir modifier si vous êtes rendu compte qu'il y avait des erreurs. Sinon, vous faites finaliser le bulletin de salaire. Et donc là, le bulletin de salaire est réalisé et vous pouvez donc le télécharger. Vous avez donc ici la version définitive du bulletin de salaire. La mention spécimen est partie. Et vous avez donc la possibilité de l'imprimer et de le remettre à votre salarié. Ou l'enregistrer. Ou l'enregistrer. Voilà, vous avez la main là-dessus. Donc, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi de créer un autre bulletin de salaire en reprenant les modalités en reprenant le contrat initial en ajoutant un nouveau salarié. Donc, la partie bulletin de salaire est terminée. Donc, la nouveauté du TESA simplifié, c'est justement l'étape à suivre, c'est celle de l'envoi de la déclaration sociale nominative. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé tous vos bulletins de salaire du mois, vous devez envoyer une DSN, c'est-à-dire transmettre à la MSA ainsi qu'aux différents organismes sociaux, fiscaux, organismes de France Travail, organismes de prévoyance, etc. Les informations qui correspondent au bulletin de salaire et cet envoi, il se fait par l'envoi de la déclaration sociale nominative. Donc là, vous voyez qu'il y avait notre salarié qui est là. Pour le précédent webinaire, on avait créé M. Gauthier. Donc les deux bulletins de salaire sont réalisés. On peut finaliser la paye du mois en envoyant donc la DSN. Et donc c'est ce qu'évoquait Jean-Christophe au début de la présentation du TESA simplifié. Suite à cet envoi de la DSN, vous n'avez plus de facture, mais un récapitulatif DSN. Donc là, c'est le récapitulatif DSN. Donc on retrouve ici les deux bulletins de salaire du mois de juin avec le montant des cotisations, le montant de la part patronale, la réduction, la part ouvrière, le prélèvement à la source, donc il est de 0 parce que de toute façon, il n'y avait pas de
de numéro de sécurité sociale dans les embauches. Et donc, le montant total ici dû auquel vous devez vous acquitter pour le mois de juin 2024. Aussi une information sur le paiement, le mode de paiement. Vous devez, donc si il y a le prélèvement automatique, le virement ou le télérèglement, sachant qu'on vous encourage quand même fortement à utiliser le prélèvement automatique. Oui. Afin, avant tout, de fluidifier le processus. Oui, le processus. Télérèglement, c'est une possibilité de paiement. En fait, ça vous oblige à aller sur le site de la MSA, sur votre espace privé, et vous autorisez à la MSA à prélever sur le compte la somme qui est mentionnée. Le problématique du télérèglement, c'est qu'il n'est ouvert que sur un temps court jusqu'à la date limite de paiement. Après, c'est trop tard. Voilà. Donc, ou si la DSN est réalisée un peu trop tard, un peu tardivement, le télérèglement ne pourra pas se faire. Le virement est aussi une autre possibilité. Donc là, c'est vous, de votre compte bancaire, vous faites un virement à la MSA dans l'exemple de 318,24 €. C'est pas non plus le mode de paiement qu'on préfère. Au simple fait, c'est que ça oblige à bien affecter le montant sur votre compte. Donc, ça vous oblige aussi, au niveau du libellé du virement que vous faites, de bien préciser le mois, votre numéro SIRET si vous êtes en forme sociétaire, votre numéro INSEE si vous êtes sous forme individuelle, votre nom, donc le mois que ça concerne. Voilà. Il nous faut vraiment plusieurs informations pour être sûr et certain de bien affecter le montant à votre compte et sur la bonne validité. Le plus simple, c'est le prélèvement automatique. C'est la MSA qui assure le prélèvement au 25, comme c'est indiqué, à 2-3 jours près. Ça peut être 25, 26, 27, c'est en fonction des traitements informatiques. Il peut y avoir des délais. Mais au moins, vous êtes sûr de ne pas oublier le paiement, de ne pas avoir de pénalité en cas de paiement tardif. Et puis, ça assure aussi la bonne affectation du montant sur la bonne validité, sur le bon compte. Voilà. Donc, je milite auprès de vous pour le virement automatique. Au niveau de... Donc là, le point de rappel, c'est sur le fractionnement. C'est le fractionnement. Alors, c'est un peu technique. C'est simplement, donc on est sur la norme DSN, c'est la norme NeoDes, qui offre la possibilité pour une entreprise. Donc, une entreprise, c'est quoi? C'est un SIRET. Une entreprise, un établissement d'une entreprise, c'est un SIRET. Un SIRET peut réaliser plusieurs DSN. Donc, plusieurs catégories de salariés. Pour plusieurs catégories de salariés, s'ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est essentiellement ça, ou des conventions particulières au sein d'un même établissement. Bref. Plusieurs moyens de paiement, choses comme ça. Voilà. Donc, pour les entreprises qui, si vous faites appel à des CDI, et que les CDI passent obligatoirement par le DSN, et souvent, donc vous confiez ça à un centre comptable, le centre comptable va faire une DSN. S'il ne fractionne pas sa DSN, le centre comptable, il va la faire sur 1 sur 1. C'est-à-dire que le système d'information au niveau national va dire que pour cet établissement, j'attends une DSN. Nous, on arrive derrière, vous faites votre bulletin de salaire TESA simplifié, vous déposez votre DSN, et là, ça ne va pas matcher, parce que on a déjà dans le système d'information une DSN à 1 sur 1, et il y a une autre DSN qui arrive. Il va dire, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc, ça va dans ce sens-là, mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous déposez votre DSN, votre TESA simplifié, vous faites votre DSN TESA simplifié en premier, qui va prendre la fraction 1 sur 9, 1 sur 7, pardon. Ouais.
Votre centre comptable arrive derrière avec une fraction 1 sur 1, il va dire « Ah, pas possible, ça ne marche pas, parce que j'ai une fraction de DSN et le centre comptable indique qu'il n'adresse qu'une seule DSN 1 sur 1. » Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une publication auprès de tous les centres comptables en début d'année, les invitant pour tous leurs clients affiliés au régime agricole de faire des DSN fractionnés, 1 sur 9, 2 sur 9, voilà. Donc, c'est que leurs clients agricoles utilisent ou non le TESA simplifié. On a souhaité faire une information générale. C'est pas grave, c'est passé. Donc, l'ensemble des CER, ce sont les principaux, on a aussi ICOPA, COGEDIS, tout ça, l'ont fait dans leur système d'information, ont mis à jour. Il est possible que certains tiers déclarants ne l'aient pas encore fait ou ils l'ont fait en masse et puis il y a des nouveaux clients qui arrivent. Donc, régulièrement, on peut avoir des soucis ou des comptables qui nous appellent ou qui vous contactent. De toute façon, ces DSN-là ne sont pas perdus dans la nature. Elles ne sont pas perdues. Mensuellement, nous, on a des actions de repérage de ces DSN-là qui n'ont pas pu être déposés. Et à ce moment-là, on revient vers vous pour s'assurer justement que le fractionnement a bien été fait ou vous en avez parlé du moins à votre comptable. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, cette semaine, il y a une campagne nationale pilotée par la Caisse centrale auprès de tous les tiers déclarants connus sur cette problématique du fractionnement. Voilà. Donc, c'est très technique. En tant qu'utilisateur du TESA simplifié, vous n'avez pas à vous embêter avec ça. C'est simplement, si vous faites appel à un comptable, voilà. À l'occasion, faites-lui penser, s'il ne l'a pas fait, qu'il faut faire du fractionné. Bon, comme je vous l'ai dit, les principaux tiers déclarants qui sont au courant, les CER, ICOPA, COGEDIS, voilà. Et lui, il saura ce que veut dire fractionner. Et ils savent très bien ce que c'est que le fractionné. Oui. Dernier point, et ça a été une demande justement des employeurs qui a été ajoutée au TESA simplifié, qui n'était pas présente au départ, en janvier. C'est la possibilité d'avoir le détail des cotisation par cotisation de chacun des salariés, avec la part ouvrière et la part patronale. Donc, c'est l'équivalent de ce que vous retrouviez sur les factures de l'ancien TESA. Donc, au démarrage du nouveau TESA simplifié, les centres comptables s'inquiétaient du justificatif qu'ils pouvaient avoir pour gérer vos comptabilités d'entreprise. Voilà, donc il peut y avoir ce document-là. Le document tout à l'heure qu'on a vu aussi, qui peut être imprimé ou transmis à votre comptable pour prise en compte dans votre comptabilité. Et donc là, après votre vérification, vous pouvez donc faire envoyer la DSN. Vous avez donc un pop-up aussi là qui vous rappelle que l'importance de l'envoi de la DSN, s'assurer que le mois concerné est bien entièrement écoulé avant de procéder à cet envoi. Donc oui, nous, on vous conseille d'attendre la fin du mois écoulé avant de procéder à l'envoi de la DSN, parce que tant que le mois n'est pas terminé, tout peut arriver sur votre exploitation. Vous pouvez être confronté à une absence du salarié, devoir embaucher quelqu'un à la dernière minute. Donc vraiment attendre que le mois soit fini. Et on préconise, on va sûrement vous le rappeler après, d'attendre donc entre le 1er et le 8 du mois pour suivant. Donc là, en l'occurrence, juillet, pour envoyer votre DSN. Oui. Il y a une chose qui est importante, tu l'as indiqué, donc bien s'assurer que l'ensemble des bulletins de salaire sont réalisés et sont conformes. Passer cette étape, et aujourd'hui,
peut-être que demain ce sera possible, mais aujourd'hui, vous ne pourrez plus modifier quoi que ce soit sur ce qui a été déclaré le mois. Et nous non plus. Et nous non plus. J'ai un exemple assez récemment, un employeur qui s'était trompé dans les milliers, il a payé 2 fois l'ICP, il a payé 2000 € en plus, parce que c'est un contrat qui était assez long, je crois. Il a payé 2 fois 2000 € au lieu de payer 2000 €. Bah, pour l'instant, on est bloqué, on n'a pas de solution à proposer. Ça va. Et donc, cette rémunération erronée est parvenue à la MSA, mais est parvenue aussi au centre des impôts, à France Travail, Voilà. etc. Voilà, donc c'est vraiment être vigilant là-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, le retour arrière Ici, aujourd'hui n'est pas possible. cet envoi est définitif et vous ne pourrez plus modifier les bulletins de salaire inclus dans cette déclaration. Et donc là, vous confirmez votre envoi, ou comme on n'est pas entre le 1 et le 8, vous Oui, la différer. pouvez la différer. Voilà. Donc on demande entre le 1 et le 8, pourquoi sur cette période-là? C'est parce qu'il y a des traitements qui sont réalisés par la MSA. La vraie deadline, c'est le 15, le 15 du mois. Mais plus vous faites cette opération tôt, plus on est certain de pouvoir l'embarquer dans les traitements nationaux. C'est pas des traitements qui sont gérés par les MSA en local. Hein, on n'a pas la main là-dessus. Donc voilà, on incite vraiment à faire ça pour le 8. On vous embêtera. On a un suivi sur le sujet. Hein. On a un système de requêtage qui nous permet de voir tous les employeurs qui ont démarré sur le mois de juin, par exemple, un contrat pour lequel il y a un contrat TESA simplifié d'ouvert. Ils ont fait la DPAE, mais j'ai pas de DSN. Donc on est en capacité d'identifier les employeurs qui sont entre guillemets en attente ou en défaut de dépôt de DSN. Donc là, vraiment, notre volonté, on fait des démarches proactives, donc des opérations de phoning, des SMS ou des mails. C'est vraiment pas pour vous embêter, hein, vraiment pas, mais c'est pour vous accompagner dans la démarche et parce que vous n'avez pas que ça à faire. Et quelquefois, voilà, vous avez fait les bulletins de salaire, mais vous avez oublié de faire cette dernière démarche. Voilà. Donc là, cette année, on pense qu'on va être vraiment à suivre derrière vous, à suivre de près. Voilà, ça peut vous éviter aussi des déconvenues auprès, pas de la MSA. Je vais pas être gentil avec nos collègues des impôts. Mais eux, là aussi, s'il y a un dépôt tardif de DSN, eux, ils appliquent des pénalités et quelquefois, c'est un peu compliqué. Ça peut être compliqué à expliquer. Voilà. Puis qu'on a conscience que c'est une étape supplémentaire et un changement dans la pratique par rapport à l'ancien TESA. Tout à fait. Il y a ça aussi qui fait que. Voilà. Donc, si jamais vous avez un coup de fil de notre part, c'est pas pour vous embêter, mais c'est vraiment pour améliorer le process. Donc voilà, on a fini la présentation de l'outil. On revient sur le PowerPoint. Je te laisse aller. Donc il y a ce webinaire, hein, on vous a présenté, il sera également en ligne, hein, il sera accessible. Mais il y a d'autres outils qui sont à votre disposition. Et donc c'est sur ça maintenant, sur ces thèmes que je vais intervenir. À partir de... Ah, là. Voilà, tout à fait. Donc les outils. Déjà, il y a un site internet qui est dédié. Dedans, vous avez des tutos, hein, des vidéos de présentation. Il est mis à jour régulièrement par la MSA nationale. Il est plutôt bien fait. Et il y a donc sur le TESA, il y a l'explication du TESA simplifié
Et éventuellement, si ça vous intéresse, le TESA+, qui, je me permets de le dire, est un peu plus compliqué dans la prise en main au niveau de l'employeur, Ce qui permet de faire des CDI. mais ça permet de faire des CDI, des contrats d'apprentissage, des choses comme ça. Voilà. Très important, et là j'en fais la publicité, il y a un guide pas à pas aussi qui est mis à votre disposition. Il reprend l'ensemble des étapes aussi, très bien détaillé. Vous pouvez l'imprimer, l'enregistrer ou faire un lien sur votre ordinateur. Voilà, je vous incite aussi à le consulter hein, si vous avez des questions sur le sujet. Il est plutôt bien fait par nos collègues du National. On a également, au niveau de nos internets locaux, donc sur les sites MSA Porte de Bretagne, on a mis cette publication. C'est un petit pense-bête rappel aussi que vous pouvez imprimer, garder avec vous. Voilà, ça explique que les fonctions et dates à retenir, la DPE, voilà, les dates limites de règlement, au 15 du mois ou au 25, voilà, si c'est prélevé, c'est au 25. Les nouveautés. Les liens pour retrouver justement les guides pas à pas et les tutos vidéo. Un rappel sur la nécessité de saisir le numéro de sécurité sociale. En fait, c'est les points les plus importants pour que tout se passe bien avec le TESA simplifié. Voilà. Et enfin, et on verra ça sur une vue un peu après, le numéro de téléphone de l'adresse, hein, l'inspection du travail. Et là. Voilà, mais je reviendrai tout à l'heure. Voilà, l'assistance informatique aussi de la MSA au niveau de l'outil, mais ça on verra aussi au niveau des contacts. Voilà. Et coefficients et paliers, hein, on a eu pas mal de questions au début du lancement du TESA simplifié, des employeurs qui ne savaient pas forcément qu'est-ce qu'ils devaient mettre sur ces cases à renseigner. Donc, on a fait le lien auprès de la Convention agricole. C'est des liens qui vous permettent d'avoir des informations et pouvoir compléter la vue qui va bien. Les évolutions à venir. Alors, certaines sont déjà actives. Comme je vous disais, l'outil TESA simplifié, on est sur ce qu'on appelle du mode agile. Donc, les anomalies ou les souhaits d'évolution qui sont remontés par le terrain, donc par vous, utilisateurs, sont remontés au niveau des caisses locales et puis remontés au niveau national et pour une prise en compte. Donc, ce mode agile fonctionne plutôt bien avec ce nouveau TESAS, parce que les moyens aussi ont été mis au niveau ingénierie informatique au niveau national pour vraiment faire en sorte que l'outil soit le plus efficace possible et à votre attente. Donc, possibilité de supprimer un bulletin de salaire erroné directement en ligne pour le refaire. Donc ça, c'est OK. Uniquement si la DSN n'est pas déposée. Une fois la DSN déposée, c'est trop tard. Faire un bulletin de salaire à zéro, c'est possible maintenant. Avant, ça ne l'était pas. Reprise des listes des salariés de l'ancien TESA simplifié. Donc ça, c'est en cours. C'est annoncé pour mi-juillet. C'est quoi? C'est aujourd'hui, vous êtes obligé de compléter et d'enregistrer l'ensemble de vos salariés, sauf s'il a déjà été fait sur le nouveau TESA. Hein, il y a un historique, voilà. Mais il n'y a pas eu de reprise de l'historique de l'ancien TESA. Donc, c'est aussi une demande. Lorsque vous aurez accès, lorsque cette fonctionnalité sera opérationnelle, si vous avez embauché quelqu'un l'année dernière, vous pourrez retrouver, ça simplifie largement. Quelqu'un embauché au mois de septembre l'année dernière devrait se retrouver au mois de septembre de cette année sur l'outil TESA simplifié. Voilà, vous aurez la possibilité de le récupérer. Ça évite la saisie. Refonte des attestations France Travail. On a eu ces dernières semaines quelques difficultés avec France. C'est pas nous, c'est plutôt soit vos salariés, soit des employeurs avec France Travail
qui n'acceptaient pas l'attestation qui était délivrée dans le cadre du TESA. Donc il y a eu un échange avec la Caisse centrale de la MSA et France Travail National pour déjà se mettre d'accord, même s'ils s'étaient mis d'accord à un moment, hein, sur l'attestation. Donc une nouvelle attestation va être mi-juillet. Réalisée pour mi-juillet, c'est attendu. Et de toute façon, il y a eu un accord de France Travail National d'accepter en l'état les attestations qui sont produites aujourd'hui. Donc, si jamais il devait y avoir une problématique, c'est plus peut-être une méconnaissance d'une agence ou de l'agent de France Travail. Mais voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est en train d'être retravaillé. Et puis, pour les entreprises de moins de 11 salariés, possibilité d'opter pour le paiement trimestriel. Mais ça aussi, on reviendra, on fera une publication générale probablement lorsque ce sera opérationnel. Les bons réflexes et les périmètres. Derrière ça, qu'est-ce qu'on voulait mettre? C'est s'assurer. Voilà, comme vous l'avez pu voir, c'est s'assurer à votre niveau que vous avez l'ensemble des éléments. C'est le conseil que j'ai à vous dire lorsque vous vous engagez dans la saisie, hein, dans l'outil, de bien avoir l'ensemble des éléments auprès de vous pour pouvoir compléter et faciliter votre saisie. Voilà. Et puis, les bons réflexes, c'est lister les documents à remettre aux collaborateurs, interroger le salarié, son état de santé, par exemple, si vous en avez la possibilité, bien sûr, au moment de la DPAE, voilà. Et puis bien définir vos besoins pour effectuer le contrat de travail qui correspond à vos attentes. Voilà. Réflexion sur la date de fin ou pas une date de fin, pas de date de fin, des choses comme ça. Voilà. OK. Donc, on vous l'a déjà dit, mais c'est une redite, hein, c'est les numéros de sécurité sociale, ça c'est important. Et également pour les ressortissants d'États hors Union européenne, la réglementation prévoit que l'employeur ait à sa disposition les documents qui permettent l'emploi de ces personnes, c'est-à-dire carte de résident, carte de séjour ou autre titre de séjour. Et travail qui permet de travail saisonnier. Donc en fait, il y a une petite dans l'outil, si vous indiquez que la personne n'est pas de nationalité française et qu'elle est donc hors Union européenne, il y a une information sur les démarches que vous devez faire pour vous assurer que votre futur salarié est en droit de travailler en France. Sur le territoire français. Et il faut renseigner le numéro de titre de séjour. Voilà. C'est une donnée qui est obligatoire. Il n'y a pas de contrôle. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur l'outil. Il n'y a pas de contrôle sur l'outil. Hein. Vous mettez 3X, ça va passer. Mais voilà, mais ce n'est pas forcément conforme à la réglementation. Les périmètres. On a vu tout à l'heure, donc, et puis on verra peut-être plus tard aussi des questions que vous aurez sur le sujet, sur cette présentation. Bon nombre de questionnements arrivent à la MSA sur l'application de la réglementation, sur est-ce que je peux embaucher quelqu'un, est-ce que il peut travailler la nuit, est-ce que, voilà, des heures complémentaires, tout ça. On est un peu hors champ MSA. Et quand je dis un peu, on est hors champ MSA. La MSA, on est là pour vous accompagner dans l'utilisation de l'outil, donc vous aider pour les démarches en matière de déclaration sociale. Voilà. Tout ce qui concerne le droit du travail, l'application des règles conventionnelles, c'est pas de notre ressort, et donc là on vous invitera, si jamais vous avez des questions, à vous diriger soit vers les DRETS, l'inspection du travail, donc il y a aussi la chambre d'agriculture, hein, il y a Madame Ansker qui est là, elle en parlera tout à l'heure, mais aussi peut-être auprès de vos organisations professionnelles, voire de vos conseils comptables. Ok, alors donc, je vais présenter quelques éléments de droit du travail. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le CDD
et notamment la prolongation quand on n'a pas un terme précis, sur des heures complémentaires, sur l'embauche de mineurs, et puis bon, s'il y a d'autres questions, on reviendra dessus, hein. Donc ça va être au fil de l'eau sur quelques slides, hein. Alors, d'abord, il faut savoir que cet outil, c'est bien qu'il existe, hein, mais ce n'est qu'un outil, c'est-à-dire que cela ne remplace pas les informations à connaître en tant qu'employeur, et qu'effectivement, il faut vous rapprocher soit de la DRIS, soit de votre syndicat, ça peut être un juriste FDSEA, soit un centre de comptabilité pour avoir des précisions. Donc moi, je vais vous donner quand même quelques informations. Donc les motifs du contrat disponibles sous TESA Est, là, donc simplifié. Vous avez vu dans le menu déroulant, il y avait surcroît temporaire d'activité. Alors surcroît temporaire d'activité, c'est lorsqu'il y a un accroissement temporaire. Alors soit c'est ponctuel, soit c'est récurrent. Par exemple, en fin d'année, voilà, il peut y avoir plus d'activité. C'est ça. C'est ce que ça indique. Et il y a des incidences financières quand on coche surcroît temporaire, usage, vendange, remplacement ou saisonnier. Parce que saisonnier, il n'y a pas la prime de précarité de 10%. Donc, alors que dans d'autres cas, il va y avoir, par exemple, remplacement d'un salarié absent ou remplacement de l'exploitant, il va y avoir la prime de précarité de 10% qui sera à payer. Donc, vous voyez, lorsque l'on coche le motif du contrat, eh bien, il y aura des incidences derrière financières. Alors, le contrat, là, ici, qui nous intéresse simplifié, il permet de mettre en place directement une exonération de travailleurs occasionnels dans les contrats d'usage. Les contrats d'usage, ce sont des contrats comme des extras. Alors, on en a peu en agriculture, hein, on peut en avoir en restauration. Le contrat vendange, comme on l'indique, alors maintenant, c'est vrai qu'en région Bretagne, on commence à avoir des vignes, donc on peut avoir des contrats vendange qui peuvent arriver. C'est des contrats de 1 mois. La particularité de ce contrat-là, c'est que les personnes qui sont en congé payé peuvent venir travailler pendant la vendange. C'est une sorte de dérogation. Voilà. Alors que normalement, quand on est en congé payé, on ne travaille pas. Et puis, le contrat saisonnier, alors c'est quoi une saison? Bon, c'est admis qu'une saison, ça ne peut pas dépasser 8 mois. Mais vous, dans votre cas, c'est 3 mois maximum. Donc là, vous avez le droit à l'exonération travailleur occasionnel, qui est de maxi 119 jours par an, consécutifs ou non. Donc, dans les règles, ça veut dire que si, par exemple, on a plusieurs CDD, eh bien, consécutifs ou non, au bout de 119 jours, on n'aurait plus le droit à cette exonération. Maintenant, cette exonération, elle est dégressive, hein. Elle va jusqu'à 1,6 SMIG, mais cette condition, je ne pense pas que l'outil la prenne en compte. Si je ne me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Voilà. 119 jours? Oui, non, Voilà, c'est les 119 jours, l'outil ne bloque pas. C'est-à-dire que si Non. vous faites plusieurs contrats, Il eh calcule bien, pas le nombre de jours. voilà, ça ne sera pas bloquant. Même si dans les règles, ça devrait être maxi 119 jours. On va passer le slide suivant. Ça va nous permettre de répondre à l'une des questions là, qui a été posée. Alors, le contrat engage sur des obligations de l'employeur, c'est-à-dire avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels, le DURP. Avoir un registre du personnel, ça c'est bien parce que le TESA le permet, donc ça se fait automatiquement. Le respect de la convention collective nationale agricole ou de toute convention collective, on peut avoir des utilisateurs du TESA qui sont dans le paysage ou dans d'autres types de conventions, mais nous, la plus fréquente, et je pense que là, dans la salle, c'est plutôt convention collective nationale agricole et CUMA. On doit fournir un travail en conformité avec le contrat, c'est-à-dire que en fait, vous ne pouvez pas lui demander de venir faire un remplacement de poste de cadre et puis de le payer au SMIC. Bien sûr, ça se comprendrait, hein. Voilà. Respecter les termes du contrat et notamment la durée du contrat. Alors là, je vais me permettre de répondre à la question de... C'était Madame...
Voilà, Stéphanie Roussel, qui avait posé une question sur le renouvellement de CDD, c'était un CDD qu'elle avait, mais qui n'était pas avec un terme précis. C'est-à-dire qu'elle a pris un CDD pour 3 mois, et puis en fait, il n'y a pas de date de fin, et peut-être que ça va se prolonger pendant 2 mois encore. Je pense que c'était ça, sa question. Et là, il y a la loi d'un côté, et puis il y a le TESA de l'autre, ce qu'il peut faire. Donc, ici, il ne faut pas confondre le renouvellement du CDD, c'est un prolongement du contrat. Ça serait le cas de Madame Roussel, c'est-à-dire que son salarié, voilà, elle voudrait le prolonger. Et puis la succession de CDD, c'est-à-dire des CDD un CDD qui s'arrête, un CDD qui reprend, voilà, qui a des règles propres avec des délais de carence. Alors vous, dans votre cas, Madame Roussel, c'est un CDD sans terme précis, il ne peut pas être renouvelé. C'est-à-dire qu'il doit aller jusqu'à la fin du contrat, qui est la fin de la saison. Là, moi, voilà ce que j'en dis. Si maintenant, vous faites un CDD de 2 mois, hein, et puis vous refaites un autre CDD de 4 mois derrière avec des TESA, je pense que l'outil ne bloquera pas. Oui, du côté de la MSA? Il bloquera si vous faites un contrat de 4 mois d'un coup. Voilà. Vous ne pourrez faire qu'un contrat de 3 mois et ensuite un autre contrat de 1 mois. Là, il ne bloquera pas. Voilà. Mais pour moi, là, c'est même pas une prolongation de contrat. Normalement, un CDD, dans le cas où il n'y a pas de terme précis, eh bien, il va jusqu'à la fin de la saison. Et pour l'instant, le TESA ne permet pas le renouvellement. Voilà. Donc là, le TESA, pour moi, c'est vraiment des successions de CDD. Donc, imaginons qu'on a un CDD de 2 mois, puis un autre de 1 mois, voilà. Alors, donc, il y a des délais de carence. Alors, souvent, c'est posé comme question, est-ce qu'il faut des attentes entre 2 CDD? Eh bien, ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, si vous avez coché la case saisonnier, il n'y a pas de délai de carence. Si vous avez coché une autre case, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, pour un surcroît temporaire d'activité, là, il y aura un délai de carence. Donc, si le CDD est de moins de 14 jours, c'est la moitié du durée du CDD initial. Si le CDD est plus de 14 jours, un tiers de la durée du CDD initial. Je pense que dans la salle, c'est plutôt des CDD saisonniers qui sont faits. Donc, il n'y a pas de délai de carence. Mais si vous avez d'autres salariés à côté, que vous prenez pour des remplacements surcroît d'activité, oui. Oui, et donc s'il n'y a pas de délai de carence pour les contrats saisonniers, vous pouvez utiliser le TESA, faire suivre des contrats TESA. Tout à fait. Donc, 2 mois, tant que vous respectez la réglementation des contrats saisonniers. Tout à fait. Donc, on va passer le slide suivant sur la spécificité des contrats saisonniers. Voilà. Ces contrats saisonniers, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de prime de précarité. Quand on a coché rémunération à la tâche, là, attention, si votre salarié ne va pas vite, il faudra le payer quand même au minimum le SMIC. Alors, on ne peut pas payer en dessous du SMIC, même s'il n'est pas très rapide. Il doit respecter la durée du travail journalier. Tout à l'heure, on va le voir avec le slide qui suit. La réglementation de l'âge aussi. Entraide familiale. Est-ce qu'il y a peut-être parmi vous, il y en a qui voudraient embaucher le fils, la fille, voilà, quelqu'un de la famille. Même un jeune de 14 ans, 15 ans, c'est possible, hein, par le TESA, on peut embaucher ses enfants. L'entraide familiale, c'est lorsque dans les commerces, chez les agriculteurs, souvent, les jeunes viennent travailler. Mais il faut faire attention, hein, parfois, moi je vois des agriculteurs ou des agricultrices qui embauchent leurs enfants et considèrent que c'est un travail, quoi. C'est au-delà de l'entraide. L'entraide, il n'y a pas de... le jeune peut venir ou ne pas venir, hein. Voilà, il faut respecter les termes du contrat, notamment la durée du contrat. Et sur les successions de CDD, ce que je vous disais tout à l'heure, super. Pour un saisonnier, il n'y a pas de délai d'attente entre 2 CDD. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Voilà. Alors, période d'essai... tout à l'heure, vous avez vu, on pouvait cocher période d'essai. Elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être
prévue, et si elle est prévue, elle doit être respectée. Si c'est un saisonnier qui est venu, qui vient tous les ans, bon, il n'y a peut-être pas besoin de période d'essai. En tout cas, si vous mettez en place une période d'essai, le TESA, il bloque à 13 jours maxi. Et puis, en fait, c'est parce que, pourquoi il bloque comme ça? Parce que la période d'essai, c'est normalement calculé à raison de 1 journée par semaine, dans la limite de 2 semaines. Voilà. Donc, on ne va pas lui demander de faire un mois d'essai s'il reste 3 mois. Alors, le décompte est calendaire. Donc, voilà. Alors, les délais de prévenance, c'est normalement du côté employeur, on doit prévenir, voilà, si la présence est inférieure à 8 jours, au moins 24 heures. Pareil du côté du salarié, mais comme on le sait, ça c'est la théorie. Dans la pratique, il y a des salariés, eh bien, en fait, du jour au lendemain, ils ne sont plus là. Et donc ça arrive pour les saisonniers. Et là, quoi faire, c'est pas toujours simple. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais bon, voilà, il y a la pratique et puis la théorie. Euh, Voilà. Alors, pour les jeunes, tout à l'heure, il y avait une question pour les jeunes. Alors, les jeunes, à partir de 14 ans, ils peuvent travailler, hein. Sauf qu'à partir de 14 ans, ils peuvent travailler l'été qu'un mois d'été, parce qu'il leur faut quand même des vacances. Donc, il y a des règles à connaître si le jeune il a entre 16 et 18 ans, s'il a 15 ans, s'il a 14 ans. Voilà, c'est une déclaration auprès de l'inspection du travail de la DRITS, c'est assez simple. L'accord du représentant légal, et puis on ne peut pas le faire travailler comme un adulte, c'est-à-dire qu'en fait, un jeune, par exemple, de 14 ans, il ne peut pas travailler plus de 7 heures par jour et de 32 heures par semaine. Un jeune de 15 ans, 7 heures par jour, 35 heures par semaine. Et puis un jeune entre 16 et 18 ans, 8 heures par jour, 39 heures par semaine. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. Alors, il peut y avoir des dérogations, mais normalement, il n'y en a pas d'heures supplémentaires. Les travaux, ils vont faire de la cueillette, voilà. Après, des choses relativement légères, hein, les ports de charge ne sont pas prévus. D'ailleurs, lorsque vous faites la déclaration auprès de la DRITS, vous l'indiquez, hein. Ils doivent se reposer, donc au minimum 12 heures consécutives. Et puis 12 heures consécutives, ça veut dire que il faut aussi finir à 6 heures du soir, il faut qu'il attende 12 heures pour reprendre le lendemain. Voilà. Donc il y a un petit chronomètre qui se met en place. Et c'est pareil pour le repos quotidien des jeunes de 14-15 ans. Voilà. Alors, particularité est que le TESA prend en compte, hein, c'est-à-dire si vous avez coché que vous avez embauché un jeune de 17 ans, eh bien, il peut avoir une minoration de son salaire de 10%, voire de 20% s'il a moins de 17 ans. Par contre, vous pouvez toujours le payer au SMIC. Hein, ça, c'est pas parce que c'est possible de le payer moins qu'on ne peut pas le payer plus. Si c'est un jeune de 17 ans qui a l'habitude de revenir chez vous, vous le paierez au SMIC. Alors, ils n'ont pas d'indemnité de fin de contrat si conclu durant une période de vacances scolaires, voilà. Mais ils ont une indemnité de congé payé. Ils sont salariés, ils vont cotiser comme les autres, donc c'est bien. Même pensez aussi à vos enfants s'ils veulent faire des petits contrats chez vous ou chez les voisins, c'est bien. Ils ne peuvent pas travailler de nuit. Tout à l'heure, on parlait du travail de nuit, là, de la majoration. C'est 21h, 6h du matin. Ils ne peuvent pas travailler les jours fériés et puis ils doivent avoir un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Alors, parfois, ils peuvent travailler le dimanche, mais ça peut être quand même soumis à dérogation. Si pas, moi, les jeunes de 14-15 ans, je ne les vois pas travailler le dimanche. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu aux questions par rapport à la question de tout à l'heure sur le TESA. Met en place des choses, on peut embaucher un jeune de 14, 15, 16 ans, mais attention vous à respecter la réglementation d'un autre côté, parce que le TESA, lui, va pas regarder, va pas toujours bloquer, quoi. Donc il faut quand même faire attention s'il y a bien un repos chaque jour de 12 heures consécutives, ça, je suis pas sûr que le TESA le regarde. Voilà. Alors, sur le temps partiel, il y avait une question sur les heures complémentaires, parce que si jamais vous prenez un salarié, tout à l'heure, le cas, là,
on le prenait par exemple le lundi et puis le mercredi et le jeudi, enfin peu importe, 2 jours dans la semaine. Attention, peut-être que ce salarié, il a un autre contrat à côté à temps partiel, hein. Donc, il faut bien lui poser la question, est-ce qu'il veut bien faire des heures complémentaires? Le salarié à temps plein, il fait des heures supplémentaires. Le salarié à temps partiel, il fait des heures complémentaires. Donc, pour nous, les heures sup qu'il va faire pour un salarié qui est à temps plein, ben, il va être payé à 25% s'il fait des heures sup jusqu'à une certaine limite. Et puis, il va être payé à 50% si, par exemple, il travaille le dimanche, ou il peut les récupérer. Par exemple, il fait 4 heures le dimanche, ben, il récupère 6 heures. Le salarié à temps partiel, s'il accepte de faire des heures complémentaires, c'est réglementé. C'est maxi un tiers de la durée du contrat de travail. Par exemple, il fait 21 heures, ben, il ne peut pas faire plus de 7 heures complémentaires. Alors, faut pas exploser les compteurs là-dessus, hein. Faut faire attention à ce que l'on fait parce que les heures complémentaires, elles vont vite monter. C'est-à-dire que si vous avez mal dosé votre contrat, au-delà en fait de 10%, les heures vont être majorées à 10% pour 1/10 de ces heures, et puis au-delà à 25%. Donc très vite, on peut avoir, pour le salarié tout à l'heure qui avait 7 heures complémentaires, bah, un peu plus de 2 heures payées à 10%, et puis 5 heures, pratiquement 5 heures à 25%. Donc là, bon, si on a mal jaugé, ça peut être pénalisant. Voilà. Alors sur la durée du travail, bah, c'est 10 heures par jour. Parfois on voit du 12 heures, mais c'est assez exceptionnel quand même, c'est avec l'inspection du travail. 10 heures par jour, c'est déjà pas mal, hein, beaucoup. Donc le salarié par semaine, il doit faire 48 heures maximum. Il peut aller jusqu'à avoir plus parce que s'il travaille 6 jours par semaine à 10 heures, ça peut aller jusqu'à 60 heures. Et puis tout à l'heure, on disait des durées maximales, mais vous, ça ne vous concerne pas. Bon, sur 12 semaines, il ne doit pas faire tout le temps 44 heures. Hein, voilà, en moyenne, pas 48 heures. Donc, mais vous, ça ne va pas vous concerner, ça. Alors, la durée légale, c'est 35 heures par semaine. Donc, au-delà, bah, c'est des heures sup. Et puis, voilà. Et dès que c'est inférieur à 35 heures par semaine ou 151 heures 67 par mois ou 1607 heures par an, mais vous, ça ne vous concerne pas, mais ça vous concerne si vous avez d'autres salariés, eh bien, dans ce cas-là, c'est un temps partiel. Et puis, tout à l'heure, on a vu que les jeunes, il fallait qu'ils se reposent 12 heures. Eh bien, un salarié, il faut qu'il se repose 11 heures. Et puis qu'il ait 35 heures de repos consécutifs dans la semaine. C'est-à-dire, par exemple, s'il ne travaille pas le dimanche, ben, il faut qu'il ait 11 heures entre le samedi soir, le dimanche 24 heures, et puis le lundi, s'il reprend le lundi. Voilà, sur le temps. Alors, le travail de nuit, c'est 21 heures, 6 heures. C'est payé avec une majoration ou compensé. Tout à l'heure, on peut les compenser. Je vous ai dit, pour les mineurs, pas de travail de nuit. Les jours fériés, c'est aussi payé à 50% comme le dimanche, sauf le 1er mai, qui est un jour particulier. Travail le dimanche, bah, là, c'est possible en agriculture, hein, ça se fait, bien sûr, bien évidemment. Il y a des astreintes. Alors, si il y a votre convention collective en parle, hein, des astreintes, et puis voilà, du travail du dimanche, choses comme ça. Si vous prenez, s'il y a peut-être des gens qui vont prendre pour du travail du dimanche, notamment pour des remplacements sur l'élevage laitier. On a peut-être dans la salle. Voilà. Alors, tout le reste, là, obligation de tenir le décompte des heures, c'est un registre d'horaire. Nous, en agriculture, on ne pointe pas, hein. Il n'y a pas de pointeuse, hein, donc voilà, c'est un registre d'horaire, ça peut être souvent, moi je vois sur les fermes, ça va être sur un petit cahier ou sur même un calendrier, hein, qui est affiché, puis bon, il suffit de noter les heures, et puis autrement, bah, les fixer voilà, avec le salarié. Alors, les absences non payées, vous les aviez expliquées tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres slides, peut-être d'autres questions. Voilà, On a déjà vu. Oui, on a déjà parlé. Voilà.
Donc, les heures complémentaires, j'ai répondu. Sur le contrat, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu quand même connaître sa convention collective. Tout à l'heure, on a parlé de l'IDCC, là. Parce que dès que vous cochez des informations dans cet outil, ça se rapporte à votre convention collective, ou ça va se rapporter à le motif du CDD, ça entraîne des primes ou pas de primes. Voilà, donc faites attention quand même à quoi vous cochez, parce que tout d'un coup, vous pouvez vous dire, bah, l'outil, il fonctionne pas parce que voilà, je comprends pas, il me fait payer une prime de précarité. Bah oui, mais c'est parce que vous n'y avez pas mis le bon motif. Ou, voilà, donc faites attention à tout ça. Et puis, des fois, l'exonération travailleur occasionnel, elle peut aussi ne pas avoir été mise parce qu'il n'y avait pas le bon motif. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y en avait une qui était donc concernant les absences non payées. Il faut se baser sur 30 jours où on enlève une journée par semaine, soit 25 jours. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, les absences non payées. Donc, on va dire c'est un salarié qui ne vient pas, qui est malade et il n'y a pas de maintien de rémunération, par exemple. Comment je calcule cette absence d'une journée? Donc, on a il n'est pas là, il n'est pas payé. Hein. Voilà, mais comment on calcule? Alors, tout dépend de comment vous avez mis en place votre contrat. C'est-à-dire que dans le TESA, là, vous avez rempli certains éléments. S'il était payé 35 heures par semaine, il y aura une journée de moins. Voilà. Tout dépend de comment vous l'avez rempli au démarrage. Tout à fait. On saisit les heures réalisées. Voilà, vous saisissez, vous allez saisir les heures réelles. Après, si vous avez mis 35 heures par semaine et qu'il a fait que 32, ce sera 32. Après, attention, s'il ne vient pas, c'est bon, il faut voir ce qui se passe derrière. Quoi, hein. Dans les faits, dans la pratique aussi, et assez régulièrement, on est questionné, c'est vous faites un contrat pour un mois complet et le salarié il a besoin d'une journée pour X raisons. Donc, comment on fait? On me dit, mais il veut poser congé. Donc, moi, je conseille plutôt qu'il pose congé parce que c'est pas si simple à calculer. C'est plutôt de mettre en absence non rémunérée. Donc, c'est-à-dire que sur votre contrat, sur le mois, vous allez payer uniquement les heures réalisées. Et l'indemnité de congé payée va être calculée sur les heures et le salaire vraiment payé et donc des heures réalisées. Donc, je pense que c'est cette option-là qu'il faut prendre plutôt que de calculer un maintien de rémunération puis ensuite enlever de l'ICP que l'outil ne sait pas faire d'ailleurs, je crois. Hein. Donc voilà, c'est au niveau des absences, voilà. Comme c'est les contrats courts. C'est une limite de l'outil, hein. C'est-à-dire que normalement, effectivement, un salarié il peut poser des congés. Hein. Voilà. Il acquiert 2 jours et demi de congés par mois, il pourrait les poser. C'est l'outil TESA qui fait que il va pas accepter, mais légalement, il peut poser ses congés. Et c'est vrai que vous donnez une astuce pour que ça soit plus simple. Mais il pourrait le faire quand même, poser ses congés. Après, après, sur la période, comme c'est des périodes très courtes de 3 mois, il y a la période d'acquisition et de consommation, voilà. Oui, c'est parce que c'est des contrats courts, quoi. Voilà, c'est parce que c'est contrat court. Le TESA Plus permet de gérer les congés différemment. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, en fait, au final, ça sera la même chose, c'est-à-dire en termes de rémunération, c'est ça qui compte. Hein. Tout à fait. Bon, et cet outil, sachez que d'autres professions nous l'envient, parce que vraiment, ça permet, pour des petits contrats de quelques heures, du ramassage de volailles, ou un contrat court, bien de se mettre en règle facilement et à distance, et je trouve que c'est quand même intéressant. Merci. Alors, du coup, au niveau des... Bon, vous l'avez vu au niveau des outils, hein, vous avez plusieurs aides pour vous accompagner, notamment sur l'outil TESA. Vous aurez aussi cette présentation en ligne, on vous adressera le PowerPoint.
D'autres solutions existent pour répondre à vos besoins. Donc, il y a nous contacter, nous, MSA, soit par nos canaux donc, au niveau de la MSA Porte de Bretagne ou notre assistance. Alors, on a une assistance Internet qui peut vous aider. Donc, si vous rencontrez des difficultés pour naviguer sur notre site, si vous ne parvenez pas à créer votre compte, donc mon espace privé, si vous avez des difficultés pour effectuer votre demande ou votre déclaration en ligne, si vous ne trouvez pas non plus une information ou un service sur notre site, ou encore si vous n'arrivez pas à remplir une embauche, à faire un bulletin de salaire TESA, donc notre assistance sera là pour vous accompagner. Donc pour ça, elle est joignable au 03 20 900 500 du lundi au vendredi, donc de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, elle est dédiée exclusivement à l'accompagnement et à la connexion et à l'utilisation de votre espace privé et des services en ligne. Elle n'a pas vocation à répondre aux demandes à caractère réglementaire ou législatif. Par exemple, les montants à prendre en compte dans vos déclarations. Donc, pour toutes ces questions sur vos droits ou votre dossier, il faut donc soit contacter la MSA, donc on doit avoir les coordonnées sur les vues suivantes, ou la DRET, je ne sais pas si... Oui, c'est donc les coordonnées de la MSA d'abord. Donc, pour nous contacter en MSA des Portes de Bretagne, vous avez donc trois canaux. Nous appeler, nous rencontrer ou nous écrire. Donc, pour nous appeler, c'est pareil, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 02 99 01 80 80. Vous pouvez nous rencontrer en sollicitant un rendez-vous. Notre accueil se fait exclusivement sur rendez-vous dans les agences. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. C'est sans rendez-vous si c'est sur les agences, enfin sur le siège de Bru ou Vannes. Vous avez également la possibilité de nous écrire, donc via votre espace privé, donc monespaceprivé.msa.fr. Alors, une nouveauté, vous pouvez dorénavant, en tant que professionnel, déposer des documents sur votre espace privé professionnel. L'avantage de cet espace, c'est que ça vous évite de passer par les boîtes aux lettres dédiées qui ont pu vous être communiquées, et si je ne m'abuse, qui sont amenées à disparaître. Une meilleure traçabilité aussi des documents que vous pouvez nous transmettre et une meilleure prise en charge par les services. Et donc, pour tout ce qui est donc, champ de compétences de la MSA en droit du travail, donc bien qu'ayant mis à disposition un outil de paye, les services de la MSA n'ont effectivement pas vocation, donc comme on le disait, les compétences à répondre aux questions liées au droit du travail. Tout ce qui concerne l'élaboration du contrat de travail, la classification, comme le disait Madame Ansker, peuvent vous être apportés par les DRETS. Donc, vous pouvez les contacter au 0806 3 x 0 126. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore quelques instants. Ce que je peux, moi, vous ajouter, c'est que donc, à l'issue de ce webinaire, on vous adressa, je disais, le diaporama qui vous a été présenté, un récapitulatif, Jean-Christophe, des questions, réponses qui ont été évoquées. Un petit rappel, donc un mémo sur les canaux de contact et puis un questionnaire de satisfaction que je vous invite à nous retourner compléter pour nous faire part de vos points de satisfaction, vos souhaits d'amélioration et partager tous vos questionnements. Donc, vos retours nous seront précieux pour améliorer nos présentations. Donc, n'hésitez surtout pas à nous transmettre vos suggestions. Merci à vous. Très bien, merci. Merci de votre attention et de votre participation. Bonne soirée. Une belle fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.